Pendant 5 ans, j'ai caché le fait que j'étais marié à un millionnaire, laissant ma sœur se moquer de moi en me qualifiant de « toujours célibataire à 36 ans ». Mais quand elle s'est moquée de moi devant toute la famille, j'ai décidé de tout révéler lors de son gala le plus prestigieux ce jour-là, elle est restée sans voix. Je m'appelle Léa Dubois, j'ai 36 ans et je suis architecte d'intérieur à La Rochelle. J'ai passé des années à concevoir des maisons qui inspirent la paix et l'équilibre. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je n'ai jamais trouvé ce même calme à la table de ma propre famille. Au dîner d'anniversaire de ma sœur, son rire résonnait plus fort que le piano. Le restaurant scintillait de lumière cristalline, et chaque invité se tourna vers elle alors qu'elle levait sa coupe de champagne. Son sourire était impeccable, prêt pour l'objectif, le genre qui fait croire aux inconnus que sa vie est parfaite. Puis elle l'a dit, d'un ton calme, confiant et tranchant. Pas étonnant que tu sois encore célibataire à 36 ans. La table a éclaté de rire, un rire tranchant et scintillant comme du verre brisé. J'ai forcé un sourire, prétendant que ces mots ne me blessaient pas. Mais au fond de moi, quelque chose de vieux et de lourd a commencé à bouger. Mon reflet dans le verre à côté de moi semblait calme, posé, presque sans vie. Ce masque, j'avais mis des années à le construire. Personne à cette table ne connaissait Étienne, l'homme qui m'attendait à La Rochelle, l'homme qui m'avait un jour promis que je n'aurais plus jamais à prouver ma valeur. Personne ne savait que depuis 5 ans, je gardais notre mariage secret, non par honte, mais par protection. Alors que les rires s'estompaient, je me suis demandé combien de temps le silence pourrait me protéger avant de commencer à m'étouffer. Son rire continuait de résonner dans ma tête. Et quelque part sous ce son, j'ai senti la première fissure dans la vie tranquille que j'avais soigneusement bâtie. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je ne la laisserai plus jamais se moquer de moi. Si vous avez déjà été jugé ou rabaissé par votre propre famille, restez un moment. Abonnez-vous et dites-moi comment vous transformez leur jugement en votre force. 5 ans plus tôt, je concevais le hall d'entrée d'une nouvelle jeune pousse technologique dans le centre-ville de La Rochelle. C'était le début du printemps, et la ville sentait légèrement la pluie et le cèdre. Mes journées de travail s'étiraient de l'aube jusqu'à tard le soir, entourées de croquis, de maquettes et du bourdonnement de rêves inachevés. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Étienne Lambert pour la première fois, l'investisseur principal du projet. Il est arrivé un matin pour examiner l'avancement des travaux, habillé simplement, parlant doucement. Pourtant, tout en lui dégageait une confiance tranquille. La plupart des clients avec qui je travaillais aimaient plus parler qu'écouter. Mais Étienne était différent. Il prêtait attention à chaque mot que je disais, posait des questions réfléchies sur les textures et l'éclairage, et se souvenait des plus petits détails des semaines plus tard. Quand il complimentait mon travail, cela ne sonnait pas comme de la flatterie. Cela sonnait comme du respect. Ma sœur, Evelyne, aurait ri de cela. Elle avait l'habitude de qualifier mon travail de « dessiner de jolies images pour des clopinettes ». Selon elle, le succès signifiait être vu, photographié et envié. Pour moi, le succès, c'était de voir mes créations donner vie à un espace. Au fil du temps, ces paroles ont construit un mur invisible entre nous. J'ai cessé d'assister aux réunions de famille, cessé d'essayer d'expliquer que ce que je faisais avait une importance que l'argent ne pouvait mesurer. 1 an après le début du projet, Étienne et moi avons commencé à nous voir en dehors du travail. Ce n'était pas le genre de romance qui déferle comme un feu d'artifice. C'était calme, réfléchi et profondément stable. Nous nous retrouvions après de longues journées, partageant des dîners à emporter dans le bureau à moitié fini, nos conversations s'éternisant bien après que la nourriture eut disparu. À l'hiver, il m'a demandé de l'épouser. Je n'ai pas hésité. Le mois suivant, nous avons enregistré notre mariage dans une petite mairie près du port, avec seulement ma meilleure amie, Lucie, comme témoin. Pas de famille, pas de photos, pas d'annonce, juste 2 signatures et une promesse que nous avions tous deux l'intention de tenir. Étienne comprenait mon désir de garder les choses privées. Il n'a jamais insisté pour de grands gestes ou une approbation sociale. Nous avons emménagé dans un petit appartement avec vue sur le port, un espace modeste rempli de lumière, de plantes et de l'odeur du café frais chaque matin. Notre vie était simple mais complète. Tandis que le nom d'Evelyne commençait à apparaître dans les magazines économiques et les listes de prix de relations publiques, j'apercevais parfois son visage à la télévision. J'éteignais l'écran avant que sa voix ne puisse remplir la pièce. Ce n'était pas de l'amertume, c'était de la paix. Nous suivions des chemins différents, et je ne ressentais plus le besoin de rivaliser. Mon travail se développait lentement mais sûrement. Étienne continuait d'investir dans différentes entreprises,
mais trouvait toujours du temps pour les dîners, les longues promenades et les soirées tranquilles où le silence était synonyme de sécurité. Parfois, il me regardait dessiner à la table de la salle à manger et disait « Tu vois la beauté là où les autres ne voient que des lignes ». Je souriais, reconnaissante que quelqu'un me voie enfin pour qui j'étais. Le monde extérieur pouvait courir après la reconnaissance et les projecteurs. Moi, j'étais satisfaite de concevoir de petits coins de calme. Ces années ressemblaient à un sanctuaire secret, à l'abri du jugement et du bruit. Je ne réalisais pas alors à quel point cette paix était fragile, ni avec quelle facilité un dîner, un rire négligent, pouvait faire craquer le passé que j'avais si longtemps protégé. De retour au présent, la table scintillait d'argenterie et de tension. La famille Dubois s'était réunie dans un restaurant chic de Paris pour célébrer le nouveau titre d'Evelyne, femme d'affaires de l'année. La lumière du lustre vacillait sur les verres en cristal, et les serveurs se déplaçaient avec le rythme tranquille de ceux qui ont l'habitude de servir des gens importants. Mes parents avaient l'air fiers, surtout ma mère, qui se tenait plus droite que d'habitude, ses perles brillant comme si elle partageait aussi le triomphe d'Evelyne. Evelyne était assise au centre de la table, resplendissante dans un tailleur ivoire ajusté, chaque geste délibéré, chaque sourire répété. Sa voix portait juste assez pour remplir la pièce sans paraître forte. Notre entreprise vient de sécuriser un investissement massif d'une firme de Genève, annonça-t-elle, balayant la table du regard pour s'assurer que personne ne l'avait manqué. Cela va tripler notre valorisation d'ici le prochain trimestre. Des applaudissements suivirent, polis et prévisibles. Ma mère joignit les mains de plaisir, s'exclamant à quel point elle était fière. Mon père hocha la tête en signe d'approbation, demandant à Evelyne le nom de la firme. Elle sourit, baissant le regard avec une humilité étudiée. C'est un investisseur privé, dit-elle, feignant la modestie. Je gardai une expression neutre, bien que ma poitrine se serre. Je savais déjà qui était l'investisseur. Étienne m'avait parlé d'une nouvelle entreprise qu'il avait rejointe récemment, spécialisée dans les sociétés de communication. J'avais écouté en silence alors qu'il mentionnait une femme à la tête d'une société de relations publiques en pleine croissance à Paris. Il n'avait jamais dit son nom, et je n'avais jamais demandé. Maintenant, je n'en avais plus besoin. La conversation dériva vers les nouvelles de la famille, légère et superficielle. Mes parents me posèrent des questions sur mes projets à La Rochelle, faisant semblant de s'y intéresser. Toujours dans la décoration d'intérieur, demanda mon père en coupant son steak. Oui, dis-je en souriant poliment. J'ai terminé la rénovation d'un hôtel le mois dernier. Ma mère esquissa un petit sourire crispé. Tu as toujours aimé ton petit travail de décoration. Ça doit être agréable d'avoir une liberté créative. Son ton était doux, mais le mot « petit » resta suspendu comme une épingle dans ma poitrine. Evelyne se pencha en arrière sur sa chaise, sirotant son vin. Elle a toujours été trop idéaliste pour viser le vrai succès, dit-elle. C'est pour ça qu'elle travaille avec les émotions, pas avec les chiffres. Ma fourchette s'arrêta en l'air. Je vis le sourire narquois se dessiner au coin de ses lèvres. Le même sourire qui m'avait suivi depuis l'enfance. Le même regard qui m'avait un jour fait douter de ma propre valeur. J'inspirai lentement, laissant le silence s'étirer un instant de plus que ce qui était confortable. Puis je souris. Certaines personnes préfèrent construire en silence, dis-je. Les mots atterrirent doucement, presque comme un murmure, mais l'espace autour de nous changea. La table se figea. Ma mère cligna des yeux, incertaine de la façon de répondre. Mon père baissa les yeux sur son assiette. Evelyne pencha légèrement la tête, feignant de ne pas comprendre, mais je pouvais voir l'irritation vaciller dans ses yeux. Le serveur apparut, brisant la tension avec le cliquetis de la vaisselle. Le dessert fut servi, crème brûlée pour tout le monde, sauf pour moi. Je n'avais pas faim. Je remuai lentement mon café, la cuillère tintant contre la tasse en porcelaine. Les rires autour de la table reprirent, mais plus faibles maintenant, forcés et inégaux. Ma sœur continua de parler des réalisations de son entreprise, parsemant ses phrases de mots comme expansion, refonte de marque et direction. Chaque phrase était polie, conçue pour impressionner, mais sonnait creux à mes oreilles. En face de moi, ma mère murmura quelque chose à Evelyne, et toutes deux sourirent faiblement dans ma direction. Je surpris leur regard mais ne dis rien. J'étais devenu insensible au fait d'être la silencieuse, celle qu'elle sous-estimait. Pourtant, ce soir-là, c'était différent. L'air était lourd, dense de non-dits. En regardant Evelyne, radieuse et confiante, je ne pouvais m'empêcher de me demander combien de temps sa couronne brillerait avant que la lumière ne change.
Le dîner se termina par des étreintes polies et des promesses vides de se voir plus souvent. Dehors, l'air de Paris était froid contre ma peau. Je me tenais sous la douce lueur de l'enseigne du restaurant, respirant l'air nocturne de la ville, me sentant à la fois détaché et étrangement calme. À l'intérieur, il célébrait encore le succès d'Evelyne. Mais je savais que sous son empire poli, le sol avait déjà commencé à trembler. Cette nuit-là, la pluie tapotait contre ma fenêtre comme un métronome de malaise. La silhouette de La Rochelle scintillait à travers la brume, le reflet des feux arrière rouges ondulant sur le port. J'étais assise sur le canapé, toujours dans la même robe que j'avais portée au dîner, ma tasse de thé intacte refroidissant à côté de moi. Chaque mot, chaque rire de ce restaurant rejouait dans ma tête. C'était étrange comme l'humiliation pouvait résonner longtemps après que les rires se soient tus. Le téléphone sonna. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Lucie. J'hésitai un instant, puis je décrochai. Sa voix était chaleureuse mais prudente. Alors, comment s'est passé le dîner? J'expirais, mi-amusé, mi-vaincu. Comme tous les dîners de famille. Elle parlait, ils applaudissaient. Je faisais semblant de ne pas exister. Lucie écouta en silence, comme toujours. Puis elle dit, « Léa, combien de temps vas-tu la laisser te parler comme ça ?» Ces mots restèrent en suspens. Je regardai vers la fenêtre où les gouttelettes traçaient des lignes tremblantes sur la vitre. « C'est plus simple comme ça, » dis-je doucement, « de garder les choses calmes. »« Calme pour qui ?» demanda Lucie. « Tu protèges des gens qui aiment te rabaisser. Tu ne peux pas continuer à t'effacer pour qu'ils soient à l'aise. » Son ton n'était pas colérique, juste las de me voir me réfugier dans la politesse. Je voulus argumenter, mais je ne trouvais pas les mots. La vérité, c'est qu'elle avait raison. Je terminai l'appel doucement, promettant de la rappeler plus tard. Pendant un moment, je restai assise là, à écouter le rythme régulier de la pluie. Puis j'entendis le léger grincement de la porte de la chambre. Étienne Lambert sortit, pieds nus, toujours dans sa chemise de tout à l'heure. Sa présence remplit le silence sans effort. Il ne demanda rien tout de suite, s'assit simplement à côté de moi, sa main reposant légèrement sur mon genou. « Soirée difficile ?» demanda-t-il finalement. Je hochai la tête. La même histoire, une table différente. Il attendit que je croise son regard. « S'ils peuvent se moquer de toi en public, pourquoi ne pouvons-nous pas nous tenir ensemble en public ?» Sa voix était calme, sans provocation, mais je sentis le poids de ce qu'il demandait. Mon estomac se noua. « Ce n'est pas si simple, » dis-je. Il déformerait tout. Evelyne trouverait un moyen de rendre ça laid. L'expression d'Étienne s'adoucit. Tu es restée silencieuse pendant 5 ans. Est-ce que ça les a rendus plus gentils? La question me frappa plus profondément que je ne l'avais prévu. Je me détournai, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers la pluie. Je ne veux juste pas commencer quelque chose, murmurai-je. Alors il est peut-être temps de finir quelque chose, répondit-il. Ces mots flottèrent dans l'air, stables et certains. Je pouvais sentir sa sincérité plus que je ne pouvais l'entendre. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Le son de la pluie comblait l'espace entre nous. Je pensais au sourire narquois d'Evelyne, au rejet poli de ma mère, à la façon dont le silence était devenu mon bouclier. Mais les boucliers deviennent lourds quand on les porte trop longtemps. Étienne prit ma main, son pouce traçant de l'encercle sur ma peau. « Il y a un gala le mois prochain, dit-il. Les 10 ans de la société d'Evelyne. Elle prépare quelque chose de grand. » Je me tournai vers lui, confuse. « Comment le sais-tu ? » Son équipe a envoyé une invitation à ma firme ce matin, dit-il. C'est un événement ouvert. Tous les investisseurs y seront. Je le regardai, la compréhension se faisant lentement jour. Tu suggères que nous y allions? Pas seulement y aller, dit-il doucement. Ensemble. L'idée sembla d'abord impossible, comme appartenant à une autre version de moi-même. Mais alors que j'étais assise là, à regarder la pluie estomper les contours nets de la ville, la pensée commença à prendre forme. Pendant des années, j'avais choisi l'invisibilité. Il était peut-être temps de choisir la présence à la place. Quand Étienne alla préparer du thé, je me dirigeai vers le miroir dans le couloir. Mon reflet semblait fatigué mais lucide. Pour la première fois depuis des années, je ne voyais pas la femme dont Evelyne se moquait. Je voyais quelqu'un qui avait enduré en silence et qui était enfin prêt à cesser de se cacher. Je touchai le bord du miroir,
comme pour sceller une promesse à moi-même. Il est temps qu'il me voie pour qui je suis, murmurai-je. Dehors, la pluie ralentit pour devenir une fine bruine, comme si même le ciel s'était arrêté pour écouter. 2 semaines plus tard, la nuit du gala d'Evelyne brillait de lumière et de rire. L'hôtel impérial à Paris semblait sorti d'un magazine, ses lustres dégoulinant d'or et les remplis du tintement des verres en cristal. Des journalistes bordaient le tapis rouge, les flashs des appareils photo éclatant comme de minuscules feux d'artifice. La foule scintillait de créateurs, de cadres et d'investisseurs, chacun désireux d'être vu. Evelyne avait toujours été une maîtresse du spectacle. Ce soir, c'était son chef-d'œuvre. Étienne et moi sommes arrivés juste au moment où l'orchestre passait de la répétition à la performance. Le sol en marbre brillait sous les lustres, et un parfum d'orchidée flottait dans l'air. Je portais une robe saphir profond qui frôlait le sol, simple mais imposante. Étienne m'offrit son bras, et je le pris, stable mais calme. Nous sommes entrés ensemble dans la grande salle de bal. Les têtes se tournèrent, les conversations s'interrompirent. Le murmure de la curiosité monta alors que les gens essayaient de situer la femme discrète marchant aux côtés de l'un des investisseurs les plus respectés de la ville. Près du centre de la pièce, Evelyne Dubois était entourée de caméras. Son rire était fluide et parfaitement synchronisé. Un journaliste lui tendit un microphone, l'interrogeant sur son parcours vers le succès. Elle sourit à l'objectif, s'exprimant en phrases toutes faites sur la persévérance et le leadership. Quand elle remarqua Étienne de l'autre côté de la pièce, son expression se figea une fraction de seconde avant que son masque professionnel ne revienne. Elle s'excusa poliment et s'avança vers nous. « Étienne, dit-elle, son ton vibrant de surprise. Je ne m'attendais pas à te voir ici si tôt. » Ses yeux passèrent de moi à lui, la confusion crépitant comme de l'électricité statique. Étienne sourit avec aisance. Nous ne voulions pas manquer la célébration. Je pouvais sentir la tension onduler sous sa surface polie. Elle se tourna vers moi, son sourire mince mais intact. « Et tu as amené une invitée, Léa. C'est charmant. Je suis contente que tu aies pu venir. » Je croisai son regard, stable et sans faille. « C'est un bel événement, dis-je, marquant une pause juste assez longue pour qu'elle se détende légèrement. Puis j'ajoutai, d'une voix claire et calme, « Voici mon mari, Étienne Lambert. » Les mots s'échappèrent dans l'air comme une étincelle sur du bois sec. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Puis le flash des caméras éclata de nouveau plus brillant, plus rapide, incessant. Les invités les plus proches se tournèrent instinctivement, attirés par le changement soudain de ton. Le verre d'Evelyne pencha dans sa main, le champagne tremblant dangereusement près du bord. Elle essaya de sourire, mais les muscles de son visage la trahirent. La couleur quitta ses joues, ne laissant qu'un léger éclat de sueur sous les lumières de la salle de bal. Étienne fit un signe de tête poli aux journalistes qui planaient à proximité, leur curiosité électrique. « Nous sommes heureux de soutenir une entreprise aussi inspirante, dit-il d'un ton égal. » Je sentis des dizaines de regards sur moi mais au lieu de me recroqueviller, je me redressai. Les années de silence qui m'avaient autrefois semblé une protection paraissaient maintenant inutiles. Pour la première fois, je ne me sentais pas invisible. Evelyne cligna rapidement des yeux, son sang-froid se fissurant sur les bords. « Ton mari, répéta-t-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure, comme si le dire à voix haute pouvait le rendre moins vrai. Je me contentais de sourire, me tournant vers le photographe le plus proche qui avait déjà commencé à demander une photo. Les lumières des flashs s'embrasèrent, capturant un moment que je savais qu'elle n'oublierait jamais. Un serveur passa derrière elle, le mouvement effleurant le bras d'Evelyne. Le verre glissa de ses doigts, se brisant sur le sol en marbre. Le son fut sec et final. L'orchestre hésita un seul temps avant de reprendre la musique, maintenant étrangement distante. Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent vers elle. Evelyne resta figée, des fragments de verre et du champagne renversés brillant à ses pieds. Le silence qui suivit était assez lourd pour être palpable. Je ne jubilais pas. Je n'en avais pas besoin. Je me tournai simplement vers Étienne, qui me serra légèrement la main, et ensemble nous avançâmes à travers la foule stupéfaite. Les caméras suivirent nos pas, les flashs éclairant notre chemin comme des étoiles perçant le brouillard. Derrière nous, le son de chuchotements pressés commença à remplir la pièce. L'empire qu'Evelyne avait bâti sur l'image et l'illusion venait de se fissurer devant son public. Le lendemain matin, mon téléphone vibra de titres que je n'avais jamais demandés. Les notifications défilaient sur l'écran plus vite que je ne pouvais les lire.
Chaque article racontait une version de la même histoire, l'investisseur Étienne Lambert révélé comme étant le mari secret de la sœur d'Evelyne Dubois. Des photographies du gala remplissaient les fils d'actualité, mon sourire, l'expression calme d'Étienne, et le visage figé d'Evelyne sous les lumières scintillantes. L'Internet avait fait ce qu'il fait toujours. Il avait transformé un seul instant en une tempête. Les émissions débat discutaient de l'éthique familiale. Les forums d'affaires spéculaient sur les conflits d'intérêts, et les sites de potins comparaient nos robes comme si elles recelaient un sens caché. Des journalistes campaient devant le siège de Dubois Communication. À midi, des mots dièses avec le nom d'Evelyne étaient en tendance dans 3 régions. Chaque article posait la même question, depuis combien de temps Evelyne était-elle au courant? Quand j'allumais la télévision, Evelyne se tenait déjà derrière un podium, face à un mur de caméras. Son maquillage était impeccable, mais sa voix tremblait légèrement alors qu'elle lisait une déclaration. Ceci est un malentendu, dit-elle, son sourire étiré. Le mariage de ma sœur est une affaire privée, et je soutiens pleinement son bonheur. Mon partenariat commercial avec Monsieur Lambert reste professionnel et intact. Les mots étaient fluides, mais ses yeux trahissaient la panique. Les journalistes insistèrent pour plus de détails. Étiez-vous au courant de leur mariage? Cria l'un d'eux. Evelyne cligna rapidement des yeux, son sang-froid se brisant. Bien sûr, les familles communiquent. Cela n'a jamais été caché. Le mensonge flottait dans l'air, visible même à travers l'écran. En quelques heures, les analystes économiques disséquèrent chacun de ces mots, qualifiant sa réponse de calculée mais incohérente. Le soir venu, plusieurs clients annoncèrent qu'ils réévaluaient leur contrat. Étienne regardait en silence depuis l'autre bout du salon, son téléphone s'allumant toutes les quelques secondes avec de nouveaux messages. Elle essaie d'utiliser mon nom pour stabiliser l'entreprise, dit-il tranquillement. Je ne répondis pas. Nous savions tous deux que chaque seconde qu'elle retardait une véritable déclaration, les dégâts s'étendaient davantage. Son téléphone sonna de nouveau. Un membre du conseil d'administration, puis un autre investisseur. Il écouta un instant, puis se leva. Je convoque une réunion d'urgence, dit-il. Si elle compte traîner ma réputation dans cette affaire, je ne resterai pas attaché à sa marque. Cette nuit-là, la conférence de presse passait en boucle sur toutes les chaînes. Au moment où les informations financières furent diffusées, elles avaient un nouveau titre, Étienne Lambert retire l'intégralité de son investissement de Dubois Communication. La voix du présentateur portait le poids de la finalité. Dans les 20 minutes suivant sa déclaration, les actions de l'entreprise ont chuté de 34%. Les analystes prédisent une nouvelle baisse à moins que Dubois Communication ne restructure sa direction. La phrase qui suivit allait rester dans les gros titres pendant des jours, la chute d'une reine des relations publiques. J'éteignis la télévision et posai la télécommande. L'appartement était silencieux, à l'exception du faible murmure de la pluie contre la fenêtre. La ville dehors était floue de traînées argentées, chaque goutte traçant le verre comme le temps effaçant quelque chose. Je ne ressentais aucune victoire. Il n'y avait aucune satisfaction, aucun triomphe, seulement un sentiment de libération calme, presque fragile. J'avais passé des années à essayer de protéger une paix qui n'avait jamais vraiment existé. Maintenant, pour la première fois, il n'y avait plus rien à protéger. Étienne s'approcha, s'asseyant à côté de moi sur le canapé. Il étudia mon visage un instant, cherchant une réaction. « Tu n'es pas heureuse, dit-il doucement. Tu pensais que tu le serais. » Je secouai la tête. Non, je ne voulais pas sa ruine. Je voulais juste cesser de me sentir petite. Il hocha la tête, les yeux doux mais fermes. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une manière de tourner la page. Les mots s'installèrent entre nous comme quelque chose de final pas froid, mais honnête. Dehors, le tonnerre gronda faiblement au loin, et je regardais le reflet des lampadaires scintiller sur le pavé mouillé en contrebas. Pendant des années, mon silence avait été ma cage, mais maintenant, il ressemblait à une porte ouverte. L'orage extérieur ne reflétait plus le mien. C'était simplement le temps qui passait. Un mois plus tard, les appels commencèrent à arriver à minuit. Au début, je les ignorais, supposant que c'étaient des journalistes cherchant plus de citations ou des blogueurs en ligne espérant un nouvel angle. Mais les appels continuèrent, puis se transformèrent en courriels longs, décousus, désespérés. Certains étaient signés de son nom. D'autres provenaient d'adresses anonymes que je reconnus instantanément. Evelyne Dubois avait toujours détesté le silence. Maintenant, c'était tout ce qu'elle entendait.
Son entreprise, autrefois l'exemple éclatant de la stratégie de marque de luxe à Paris, s'effondrait en temps réel. Les clients retiraient leurs contrats sans préavis. 2 sponsors majeurs déposèrent des plaintes pour abus de confiance. La 3e semaine, la moitié de ses employés avaient démissionné, emportant leur portfolio et leurs contacts avec eux. Les articles élogieux qu'il a qualifiés autrefois de « visage des relations publiques modernes » furent remplacés par des analyses froides intitulées « Comment l'orgueil a ruiné une marque ». Chaque titre était plus blessant que le précédent. Étienne me montra l'un des rapports pendant que nous prenions un café un matin. « Elle est en train de tout perdre », dit-il tranquillement, faisant défiler le résumé financier. Bail de bureau résilié, poursuite en cours, capitaux propres négatifs. Sa voix n'était pas cruelle, seulement lasse. Je regardais l'écran, mais ne dis rien. Il n'y avait plus rien à ajouter. La tempête qu'elle avait construite s'était finalement retournée contre elle. Pendant des semaines, Evelyne essaya de joindre Étienne. Elle envoya des courriels polis, d'abord pleins de langage professionnel sur la restauration de la confiance mutuelle. Quand ceux-ci restèrent sans réponse, ses messages devinrent plus longs, plus émotionnels. S'il te plaît, reconsidère. Cette entreprise, c'est ma vie. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais il ne s'agissait jamais de blesser qui que ce soit. Étienne lisait chacun d'eux en silence, puis les archivait sans répondre. Je ne lui ai jamais demandé de le faire. Il ne lui devait aucune conversation. Puis, un après-midi, mon téléphone s'alluma avec un nom que je n'avais pas vu depuis des mois, Evelyne Dubois. J'hésitais avant de répondre, mon reflet pâle sur le vert sombre de l'écran. Je ne décrochais pas. Le message vocal arriva 1 minute plus tard. Sa voix était cassée, chancelante. Léa, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Pas à propos de l'entreprise, juste. S'il te plaît, rappelle-moi. Je ne le fis pas. Certains silences sont le seul langage qui reste entre sœurs. 1 semaine plus tard, elle se présenta en personne. Il pleuvait à La Rochelle cet après-midi-là, le genre de pluie lente et régulière qui font la ville dans des nuances de gris. Mon bureau sentait le bois frais et le marc de café, comme toujours quand je restais tard pour travailler sur des projets. Quand la porte s'ouvrit, je n'eus pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Je reconnus le rythme de ses talons, bien qu'il sonne maintenant hésitant plutôt que confiant. Evelyne se tenait sur le seuil. Son manteau était trempé, du mascara coulait légèrement sous ses yeux. Pour la première fois, elle paraissait petite. « Tu es difficile à joindre », dit-elle, sa voix tremblant entre le défi et l'épuisement. Je posai mon stylo et lui fis face. « Tu as trouvé un moyen. » Elle s'approcha, se tordant les mains comme si elle tenait quelque chose de fragile qui pourrait se briser si elle parlait trop fort. « S'il te plaît, parle-lui, dit-elle. Aide-moi à récupérer l'investissement. Je peux reconstruire s'il me donne juste une autre chance. » Pendant un instant, la pièce devint complètement silencieuse. Le seul son était le faible tic-tac de l'horloge sur le mur. Je l'étudiais. Les cheveux parfaits, les ongles soignés, tout était encore là, mais légèrement fissuré, comme un portrait s'effaçant sous la pluie. Il fut un temps où j'aurais tendu la main, où la culpabilité aurait adouci chaque arête. Mais ce temps était révolu. Tu as ri de mon silence, dis-je tranquillement. Maintenant, tu vis avec le tien. Je rassemblai mes croquis et me tournai vers l'arrière-salle. Son souffle se coupa, comme si elle allait parler à nouveau, mais aucun mot ne vint. En atteignant la porte, je m'arrêtai, m'attendant à moitié à ce qu'elle m'appelle par mon nom, qu'elle s'excuse, qu'elle brise le cycle. Elle ne le fit pas. Le son de la porte se refermant derrière moi fut doux, presque miséricordieux. De l'autre côté, elle resta debout là où je l'avais laissée. La lumière de la pluie filtrait à travers les fenêtres, peignant son reflet sur les bureaux vides. Le bureau était silencieux, à l'exception du rythme régulier de l'horloge, chaque seconde marquant la distance entre nous. 1 an plus tard, le port devant notre maison était calme et lumineux. L'air sentait le sel et le pain, et l'eau reflétait la lumière du matin comme des feuilles de verre. La Rochelle était devenue un rythme que je comprenais, des matins tranquilles avec du café et des croquis, des après-midi passés à transformer des espaces en chaleur, et des soirées où la paix arrivait sans permission. Étienne et moi avions ouvert notre propre studio il y a des mois, petit mais stable, niché dans un hangar à bateau rénové près des quais. Chaque jour semblait sans hâte, honnête et à nous. Un vendredi après-midi, Lucie passa avec une boîte de pâtisserie et son énergie habituelle qui pouvait égayer même un ciel gris.
Elle regarda autour du studio, les yeux pleins d'admiration. Vous deux avez vraiment construit quelque chose de magnifique, dit-elle en posant les pâtisseries à côté d'une pile de brouillon de conception. Nous nous sommes assises près de la fenêtre donnant sur le port, où les voiliers se déplaçaient paresseusement à l'horizon. Après une pause, elle ajouta, j'ai eu des nouvelles d'Evelyne. Quelqu'un m'a dit qu'elle vit dans le Nord maintenant, dans une petite ville près de Roscoff. Elle fait du travail de relations publiques en indépendant. Juste assez pour s'en sortir, je suppose. Pendant un long moment, je ne parlais pas. Le nom me semblait distant, presque étranger maintenant, comme un mot d'une langue que je connaissais autrefois mais que je n'utilisais plus. Je ne la déteste pas, dis-je finalement. Je ne la porte tout simplement plus en moi. Lucie hocha doucement la tête, comprenant plus que ce que je pouvais exprimer par des mots. Il y avait eu des années où la voix d'Evelyne résonnait dans ma tête chaque fois que je doutais de moi. Ces échos avaient disparu maintenant, remplacés par quelque chose de plus doux, ma propre voix, claire et stable. Quand Lucie partit ce soir-là, le soleil était bas, déversant de l'or sur le port. Je sortis, me tenant au bord du quai. La marée clapotait contre le bois en respiration lente et régulière. Derrière moi, Étienne sortit avec 2 tasses de thé, la présence tranquille qui avait ancré chaque tempête. Je m'appuyais contre lui, les yeux fixés sur l'horizon où le ciel rencontrait la mer, je pensais que la paix était fragile, dis-je doucement. Mais peut-être qu'elle est plus forte qu'on ne le pense. Étienne sourit, sa main reposant sur la mienne. Elle l'est, quand on se bat pour elle, dit-il. Je regardais à nouveau l'eau calme, le reflet de la lumière ondulant doucement sur sa surface. La paix est plus forte que la vengeance, murmurai-je. Et pour la première fois, je le crus vraiment. Je me tournai vers Étienne, posant doucement ma main sur son épaule. Le vent portait le léger parfum de la pluie venue de l'océan, mais il semblait pur, comme quelque chose qui se termine de la bonne manière. Le passé ne me tirait plus en arrière. Il reposait simplement derrière nous, calme et complet. Le respect ne vient pas des liens du sang, mais de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Parfois, le silence et la distance sont les seuls moyens de protéger votre valeur. Le pardon, ce n'est pas de laisser quelqu'un revenir dans sa vie. C'est se libérer de ce qui vous a blessé. La vraie paix vient quand vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui ne vous ont jamais compris. Choisissez le calme plutôt que le chaos, même quand la fierté vous dit de vous battre.